Ce que je me souviens, c'est surtout cette odeur de charbon brûlé et puis les bruits surtout, les bruits de la loco. Il a sifflé quand il s'arrêtait, quoi, comme dans tous les trains qu'on a vus au cinéma partout. Hein. On faisait un train à charbon, à vapeur. Quand on sortait la tête par la fenêtre pour regarder le paysage, on en rentrait tout de suite parce qu'on prenait plein d'escarbilles, surtout quand il poussait. Et surtout quand il faisait la course avec les voitures. Je me souviens des escarbilles, surtout dans le tunnel. La locomotive à vapeur qui tirait les wagons était un peu, en quelque sorte, générait des escarbilles qui étaient un peu les gendarmes des gamins un peu indisciplinés qui avaient tendance à se pencher en dehors des wagons. Parce que les brindilles, les escarbilles, c'est-à-dire les petites brindilles incandescentes, venaient faire des trous dans les cheveux ou dans les chemises. Il y avait aussi des Calédoniens qui, à cheval, faisaient la course à côté du petit train. Il y avait la famille du directeur, la famille du sous-directeur, la famille du comptable, qui faisaient promener leur petite famille sur un tronçon de voie ferrée le dimanche. Les Nouméens prenaient le petit train le week-end pour aller pique-niquer, je dirais, tout le long de la route, puisqu'il y avait tout un ensemble d'arrêts. Ben, mes premiers souvenirs, c'est quand j'étais scout, qu'on allait au Val-Fleury en train. Et avec les scouts, on allait à la station de Nandoué toujours et on regagnait la propriété de Val-Fleury. Et le soir, quand on revenait, on attendait le train et là, après, on chantait des chants scouts jusqu'à l'arrivée. C'était vraiment la grande fête. Pour nous, c'était quelque chose de bien, quoi. Le fait de se faire trimballer dans un train, c'était déjà un truc pas tellement courant. Puis on rencontrait des gens, on discutait, et puis bon, ça ne durait pas tellement longtemps. Le train n'a jamais été que sur 29 km. Hein. Je pense que la plupart des gens qui l'ont pris, surtout, ne sont pas prêts de l'oublier. Bonsoir à tous. Comme vous venez de l'entendre, il est encore dans toutes les mémoires. Prévu au départ pour relier Nouméa à Bourail, le petit train calédonien ne dépassera jamais Païta, d'où son surnom, le petit train de Païta. Construit à partir de 1901 et long de 30 km seulement, il a transporté aussi bien des marchandises que des personnes, à une époque où l'automobile n'existait pas encore et où les routes étaient encore des chemins de terre. C'est son histoire que je vous propose de découvrir tout de suite sur les traces du passé sur NCTV. La voie de chemin de fer, c'est une belle aventure qui a pris naissance en 1884 sous l'égide du gouverneur Palu de la Barrière, qui était un farouche fervent du chemin de fer. Pour lui, le chemin de fer devait précéder la colonisation pour lui permettre de naître. À la fin du 19e siècle, on sait que si on veut développer économiquement une colonie ou un État, le train a une importance pour le transport des marchandises. Mais il y avait une volonté publique, c'est la première caractéristique de ce petit train Nouméa-Païta, c'est qu'en fait il a été construit sur l'autorisation du ministre on dirait pas, c'est pas le ministre de l'Outre-mer, mais c'était le ministre des colonies à l'époque. Donc le 25 mai 1884, le gouverneur Palu de la Barrière va prendre un arrêté déclarant d'utilité publique la construction d'un chemin de fer en Nouvelle-Calédonie qui irait de Nouméa à Canala en passant par Païta, Tomo et Naketi. En Nouvelle-Calédonie, l'idée c'était que le train serve à transporter le café et le minerai. Le gouverneur Palu de la Barrière a pris cet arrêté et lui, il est sur le point de partir. Entre-temps, a été créé un conseil, le premier conseil général en Nouvelle-Calédonie en 1885, qui lui va étudier les priorités en termes d'équipement de la colonie. Donc pour ce conseil général, les priorités, ce sont les routes, mais le chemin de fer les intéresse énormément. Sauf qu'il y a une nouvelle étude du tracé qui va être faite en 1889,
Et le projet initial de Palu de la Barrière va être ramené à Nouméa-Bourail. Il voulait, lui, faire un train jusqu'à Canala. Bon, il avait quand même sous-estimé le caractère montagneux de la Nouvelle-Calédonie. Le problème de la traversée de la chaîne montagneuse est trop important. Et puis entre-temps, il faut dire aussi que, comme aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. Donc il faut que financièrement on puisse réaliser ce projet. Le gouverneur Palu de la Barrière va quitter la colonie sans que son projet ait réellement vu le jour. Et c'est sous l'impulsion du gouverneur Paul Feuillet, en 1901, que le premier coup de pioche va être donné. Alors ici, nous nous trouvons devant le tunnel de Tongoué, dont la construction a débuté en 1902 pour être complètement achevé en 1904. Ce tunnel fait partie d'un des travaux les plus imposants qu'il y ait eu sur le premier tronçon sur lequel nous nous trouvons, de la ligne de chemin de fer Nouméa-Dimbéa. C'est un tunnel qui est tout droit, qui mesure 203 mètres. Et à l'occasion des fêtes du cinquantenaire, on avait invité le ministre des chemins de fer australien et on avait pu aménager quelques wagonnets tirés par une petite locomotive de Coville. Et depuis Nouméa, ce petit train officiel était venu traverser le tunnel à peine achevé. Au départ des premiers travaux sur le tronçon Nouméa-Dimbéa, on va mettre à la disposition de M. Vedel, qui est le chef du service des ponts et chaussées, environ 410 hommes, dont 316 condamnés et 94 travailleurs libres. Et on verra tout au long des travaux, notamment des travailleurs anamites et même des dalmates, actuellement des Croates. Les conditions de travail ne devaient pas être faciles à l'époque. Rien que déjà de part de la nature du travail. Alors bien sûr, on peut supposer que travailler avec des condamnés, ce n'était pas forcément évident, mais rien que le travail par lui-même, c'est-à-dire l'utilisation de la pelle et de la pioche, parce que c'était le seul matériel qui existait à l'époque, et éventuellement les explosifs quand la roche était beaucoup trop résistante, eh bien, on peut imaginer le travail physique que cela a pu être sous le soleil, et la durée qu'ont dû prendre les travaux. Et puis on décide dans un premier temps de poursuivre les travaux de Dimbéa à Païta, mais encore dans l'intention de poursuivre jusqu'à Tontouta. On n'a pas abandonné complètement l'idée d'aller jusqu'à Bourail. C'était prévu au départ, mais vu les retards et les sommes à mettre pour faire des voies dans des pays dans des endroits un peu durs, escarpés, ça a freiné le projet, quoi. En fin de compte, le train n'ira que de Nouméa à Dimbéa, puis à Païta. Et c'est pour ça qu'on dit des fois le petit train de Païta. Il s'arrêtera là. Et donc, il s'est arrêté pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il est revenu beaucoup plus cher que ce qui était prévu. D'autre part, parce qu'on s'est aperçu que la quantité de café possible en Calédonie était trop faible pour rentabiliser le train. Et troisièmement, parce qu'ailleurs dans le monde, déjà, le train commençait à être remplacé par les réseaux routiers. L'inauguration du train Nouméa-Païta s'est faite dans son tracé complet, c'est-à-dire sur ses 29 km, c'est faite en 1914. Et on mettra à peu près 1h15 à 1h30 selon les difficultés ou les intempéries pour la parcourir. Je me souviens plus du nombre exact, mais enfin il y avait ce qu'on appelait les haltes. Donc c'était une petite cabine avec des bancs, un peu comme les abribus là. Puis après vous aviez les gares, les haltes qui étaient un peu plus conséquentes. Et puis les gares. On avait tendance à confondre gare et station. Parce que normalement, une gare, eh bien, la gare marque le départ et l'arrivée d'un train. Donc en théorie, il devait y avoir la gare de Nouméa et il y aurait dû y avoir la gare de Bourail, terminus de la marche du train. Or, comme le tronçon s'est arrêté à Païta, la station de Païta est devenue gare de Païta. Mais sinon, on pouvait distinguer soit des stations, soit des petites haltes, c'est-à-dire des arrêts de moindre importance.
Ah, je savais où étaient les arrêts, mais maintenant, je sais qu'il y en avait un au 4e, il y en avait un à Coutiot, et je crois qu'il y en avait un entre les deux. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas un en Normandie par là, dans ces coins-là. Moi, j'arrêtais à Nandoué, deux stations avant Païta. Il y avait après Nandoué, il y avait Val-Suzan. Ah oui, il y avait Rambéré aussi, et après Païta. Dans les stations, on pouvait par contre ravitailler les locomotives en charbon et en eau, à la différence des haltes. Ça ne se faisait pas. Mon père était chasseur et il partait du faubourg Blanchot avec ses chiens à 4 h du matin. Il allait jusqu'à la gare et de là, il montait dans le train. Et le train, il y avait un wagon spécial pour les chasseurs. Et il les déposait à Coutiot. L'arrêt des chasseurs, c'était à Coutiot. Le train traversait la route. Et puis il reprenait le train le soir, quand le train redescendait sur Nouméa. Alors nous nous trouvons actuellement sur le tracé de l'ancienne voie ferrée. Nous avons passé le premier pont de 41,90 m qui était au départ où se trouvent les gros tuyaux. Et là, nous nous dirigeons vers le deuxième plan de 18 mètres qui se trouve à peu près à 10 mètres. Et puis, c'était le deuxième pont de 18 mètres qui allait après sur la station de Rivière-Salée. Côté sud, vous avez l'allée qui sortait, enfin la voie ferrée sortait du premier pont de 41,90 m là, et en ligne droite atteignait le deuxième pont où nous sommes actuellement, de 18 mètres, et la ligne droite continuait pour virer à peu près à 200 mètres ou 200 ou 250 mètres sur la droite pour aller sur la halte de Rivière-Salée, puis après tourner sur la gauche pour rejoindre Coutiot-Couétard. Ça a bien changé, c'était la jungle même avant et maintenant on se retrouve avec des habitations. Par contre, ce côté-là est identique à l'époque. Les forêts de palétuviers, là. Moi, mes premiers souvenirs sont les week-ends que je passais avec mon grand-père à Nandoué sur la propriété de sa mère, la propriété de la maison de Mouton. Et on y allait le week-end. J'ai dû aller à peu près, j'ai dû commencer vers les années 36, 37, j'avais 7 ans. Les anciens l'avaient utilisé bien avant moi et puis eux avaient vraiment connu le fait de pouvoir se déplacer à Dimbéa autrement qu'en vélo ou à pied ou je sais pas, ou en voiture à cheval même. En termes de régularité en semaine, eh bien, il y avait les écoliers qui habitaient sur le tronçon, qui pouvaient soit se rendre de Païta ou de divers endroits de la ligne jusqu'à Nouméa. Et puis il y avait aussi des ouvriers qui pouvaient l'utiliser. Les gens qui prenaient le train étaient surtout les habitants de certaines Païta, mais surtout dans la région de Dimbéa, Nandoué, Val-Suzan et tout. J'avais des copains qui venaient en classe tous les jours avec le train. Je me rappelle des Cazaux, Hardy, je me souviens plus d'autres noms aussi, qui venaient à l'école Gilles Russier tous les jours avec le train. Les dernières années du train, je le prenais alors là plutôt avec les scouts. J'étais rentré dans les scouts entre-temps. C'est-à-dire qu'on se réunissait à la cathédrale et on partait à pied jusqu'à la vallée du Tir où le train partait, quoi. Il y avait la gare par elle-même, un atelier, une voie de garage. Les scouts avaient un campement qu'ils ont toujours au Val-Fleury d'ailleurs.
C'était tous des petits bancs. Il y avait une allée. Si je me souviens bien, il y avait certains sièges avec des lattes en bois. Comme ceux qu'il y avait dans les parcs, partout, quoi. Et d'autres, genre de cuir capitonné, quoi. Selon les époques, je pense que l'aménagement a quelque peu varié, mais ce n'était pas les banquettes confortables que l'on peut trouver, je pense, avec les coussins aujourd'hui. Ben, c'était confortable du fait qu'on découvrait. Hein. On ne pouvait pas faire de comparaison avec une voiture, où les voitures, il n'y en avait pas tellement d'ailleurs. Sur la voie Nouméa-Païta, qui était une voie métrique, il y avait 3 grosses machines vapeur qui étaient affectées à la traction des wagons. Alors ce que je sais, c'est qu'il y avait toujours un wagon destiné au gouverneur. Il y avait un wagon spécial aménagé avec toilettes et tout, et c'était le wagon du gouverneur. C'était un wagon, je me rappelle, tout verni, bien plus fini que les autres. Et je l'ai souvent vu stationner à Nandoué d'ailleurs, je ne sais pas où il allait, mais je l'ai vu souvent à Nandoué. L'inconvénient de ce petit train, c'est qu'il n'y avait pas de plaque tournante. C'est-à-dire que la locomotive, quand elle arrivait, elle repartait en marche arrière. Qui sur le plan mécanique ne pose aucun problème, parce qu'il n'y a pas de boîte d'embrayage, donc il n'y a pas de difficulté. Mais sauf que les conducteurs étaient exposés aux intempéries. C'est-à-dire que s'il pleuvait, ils étaient complètement rincés. En général, il y avait dans la loco, le tendeur où se trouvait le charbon, puis des wagons de voyageurs et derrière un wagon fermé pour les colis. Alors certainement qu'il y avait un peu de marchandises aussi. Le train transportait aussi bien des marchandises que des personnes. Il pouvait même transporter d'ailleurs, pendant les marchandises, des cercueils. C'était prévu. Il pouvait transporter aussi des animaux. Il y avait peut-être des petits animaux comme des moutons, des trucs comme ça, mais de la volaille. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu des bestiaux dans le train. Et c'est sûr qu'on rajoutait des wagons en fonction des événements. Hein. Je veux dire, on sait très bien par exemple qu'il y avait des wagons supplémentaires à l'occasion de la fête des morts. Et il y avait des gens qui profitaient du train pour aller au cimetière, par exemple. Alors, le train s'arrêtait au cimetière. En fonction des courses, justement, qu'il y avait à l'hippodrome Boutan à Dimbéa, on pouvait rajouter des wagons de passagers. Alors, ce train avait une vocation un peu mixte parce qu'il a transporté à la fois du charbon, parce qu'il y avait une mine de charbon de mauvaise qualité d'ailleurs juste avant le tunnel de Nandoué. Il descendait aussi du bois pour les besoins de la ville de Nouméa. Et au retour, il y avait souvent par contre des plates sur lesquelles était chargé le bois de Niaouli pour les fourneaux des gens de Nouméa et les sacs de charbon qui venaient surtout de Païta. À l'époque où le charbon était une source d'énergie, on coupait énormément de bois de Niaouli dans la région de Païta. Donc ces morceaux de bois étaient chargés sur les plates et acheminés sur Nouméa comme combustible. Bon, ben là, on est devant l'entrée du tunnel des Rambérés, là. Le tunnel des Rambérés, c'est le kilomètre 22 de la voie ferrée qui faisait Nouméa-Païta, qui faisait 29 km. Et ça me fait penser que pour le percement, ben, ils avaient dû avoir du mal avec la main-d'œuvre parce que les Kanaks, ils n'aimaient pas les creuser dans le royaume des esprits. Ben, c'est un peu gradouillasse, hein. Bon, c'est un peu gadouilleux, comme je le disais, mais on vient de parcourir 232 mètres, c'est la longueur du tunnel. Et maintenant, nous sommes du côté de la commune de Païta. La séparation se trouve entre les deux extrémités de ce tunnel. Nous sommes à peu près à 5 km de la gare de Païta. Et là, on trouve des vestiges de cette infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire sur des poteaux électriques. En tout cas, ça faisait partie de l'infrastructure du réseau. Bon, là, on est dans un coin un peu remarquable de ce trajet, de ce tracé de voie ferrée.
cette tranchée qui a été creusée, ça vous donne quand même une ampleur et une idée. Et c'est une similitude avec la montagne coupée que l'on connaît, où passent beaucoup de voitures à l'heure actuelle. Ils en ont bavé, hein. Ah ben là, ça y est, ça s'ouvre. Nous quittons les frondaisons. Et nous avons devant nous un superbe espace dégagé, c'est le fond de la vallée des Rambérés. On est à peu près au milieu de la voie entre le tunnel et la gare de Païta. Et le week-end, ce train transporté était toujours plein parce qu'il y avait les Nouméens qui allaient pique-niquer dans la vallée des Rambérés, qui est le versant de le terminus de la ligne, qui est le versant du côté de Païta à partir du deuxième tunnel. Et beaucoup de gens prenaient le train pour aller faire la virée du dimanche, quoi. Prenaient le pique-nique et puis ils rentraient le soir. On adorait aller pique-niquer au bord de la rivière. C'était assez festif. Seulement, il fallait aller de chez nous à la vallée du Tir, quoi, pour prendre le train, ou alors prendre un taxi. Mais il y en avait très peu. Et ça revenait plus cher, alors tout le monde marchait. Donc ça reste un peu dans l'imaginaire et dans l'histoire des vieux Calédoniens, parce qu'il y avait Zaza, j'ai oublié le nom de ce monsieur, qui amenait son gramophone tous les samedis. Et puis ils allaient se faire une surprise partie de l'époque, c'était un peu la boîte de nuit de l'époque, sur le quai du dépôt de la gare de Païta. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Tout le monde chantait, tout le monde... Oui, c'était... Surtout, beaucoup de gens débarquaient à la Dembéa, quoi. Parce que la gare de Dembéa n'était pas loin chez M. Fayard. C'était pas loin de la rivière. Quand on allait là-bas, on allait chercher surtout pendant les saisons des oranges et mandarines. Alors tous les gens descendaient à la rivière, quoi. C'était pas très loin. Il y avait des bons trous d'eau partout, là. Quand on allait chercher ça, par exemple, le samedi, on les cachait le long de la voie avec un petit repère. Et quand on repartait, il suffisait de dire au chauffeur où ça se trouvait. Et puis, il s'arrêtait à l'endroit prévu et puis il nous aidait, ou même des voyageurs nous aidaient à charger les sacs. Donc il y a un certain nombre d'anecdotes, y compris malheureusement un déraillement du petit train qui heureusement n'avait pas fait de mort à l'époque. Le train a déraillé une fois. Et il y a eu après Tangoué. Le train avait une fois eu du mal à passer, il y avait tellement de sauterelles que ça patinait, ils avaient été obligés de sabler les voies. Malgré son succès, le petit train de Païta va subir de plein fouet le développement du réseau routier, l'arrivée des premières voitures et notamment la création des messageries automobiles qui commencent à assurer le fret des marchandises. Donc le petit train de Nouvelle-Calédonie, qui avait ouvert en 1901, fonctionne, j'allais dire, qu'à un quart pendant une trentaine d'années. Mais dans les années 30, on s'aperçoit que les quantités de marchandises pour aller jusqu'à Païta ou pour revenir de Païta sont insuffisantes, surtout qu'on a petit à petit des camions qui commencent à faire le même trajet et qui font que ce n'est plus rentable de mettre effectivement donc des marchandises dans les wagons de ce petit train. Ben en fait, il se dit aussi que c'est parce que la ligne n'a pas pu aller plus loin qu'elle n'a pas été rentable. Si on regarde les comptes d'exploitation de l'époque, ils n'étaient pas brillants. Déjà, l'argent public déjà servait à compenser un certain nombre de déficits. Et ça s'est arrêté en 1940, mais je ne me souviens plus. Vraiment, j'aurais cru que c'était resté plus longtemps. Et donc, en 1939, le petit train ferme ses portes. Pendant 2 ou 3 ans, ça y est, c'est la fin de l'exploitation. Mais les Américains venant à partir du 12 mars 1942 en Calédonie, ils ont besoin de moyens de transport diversifiés. Et c'est eux qui vont réouvrir le petit train pendant le temps de la guerre. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. Parce qu'après, quand les Américains sont arrivés en 1942, je me demande si mon grand-père n'a pas eu la chance de... Il me semble que j'y suis allé encore, mais j'en suis pas tellement sûr.
Et ça fait qu'ils avaient complètement réquisitionné le train. Alors nous, ça nous est arrivé d'aller au Val-Fleury, par exemple, à pied, quand on était scout, c'était plus grand. Hein. Et ben, on faisait du push, c'est ces Américains qui nous embarquaient dans leur camion. En fait, on peut dire que ce sont les Américains qui, en réutilisant la voie ferrée et en la remettant à niveau pour pouvoir transporter leurs munitions et les mettre à l'abri, en dispersant leur matériel, qui en quelque sorte préservé et prolongé la durée de vie de cette ligne, de cette voie ferrée Nouméa-Païta. Donc ça a été, je dirais, le chant du cygne du petit train d'exister pour les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a fait quand même un trou, un manque, c'est-à-dire, surtout pour les gens qui descendaient leurs marchandises, le bois, le charbon. Enfin, pour nous, c'était quand même un plaisir de faire ce voyage-là. Puis les gens commençaient à s'acheter des camionnettes, donc c'est un peu ce qui a fait la mort du train, quoi. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que ce petit voyage en train vous aura plu. Rendez-vous même jour, même heure pour un autre numéro de votre magazine sur les traces du passé. Bonsoir à tous.